Bienvenue à tous dans ce Tone Factory un peu spécial, comme vous aurez pu le remarquer. Un peu spécial puisque c'est très rare de pouvoir jouer sur autant de belles guitares en même temps, le même jour. Donc on va retracer aujourd'hui l'histoire de la Les Paul Gold Top, comme vous aurez pu le remarquer. C'est une guitare qui m'est très chère, c'est sûrement ma guitare préférée, et c'est une guitare qui a marqué l'histoire de la musique, particulièrement l'histoire du rock et du blues. Elle est née en 1951, comme beaucoup d'entre vous le savent peut-être déjà, et elle a existé sous plusieurs formes, avec plusieurs configurations de micros, etc. On a eu la chance aujourd'hui de pouvoir rassembler 4 modèles avec 4 configurations différentes, et on va voir comment ça sonne tout de suite. On va commencer par la Les Paul avec des P90. La Les Paul du début des années 50 avait toutes des P90 jusqu'à 1957. Celle-ci représente l'année 1956, c'est un custom shop. Et on va voir ensemble que ça sonne un petit peu plus fin que les Les Paul qui ont eu peu après des humbuckers, donc des gros micros doubles. Ici, on a volontairement mis un son un petit peu 50s comme ça, et on va faire un petit peu de rock'n'roll pour voir comment la Les Paul sonnait quand elle est arrivée sur le marché. Comme on vient de le voir dans ce style, c'est une guitare qui était très facile à jouer parce qu'on avait un son un peu plus épais qu'une Telecaster par exemple. La Telecaster était vraiment la concurrente directe de la Les Paul, il faut le savoir. Elle est sortie un tout petit peu avant et Les Paul au début a pris un peu ça à la légère parce que c'était les guitares solid body, les premières guitares solid body. Et Gibson faisait que des grosses guitares de jazz, des guitares demi-caisse, des guitares hardtop. Et puis ils ont commencé à voir les chiffres de vente de Fender un peu augmenter. Et puis les leurs un petit peu descendent, donc ils ont réagi, et c'est là que la Les Paul, l'idée d'une guitare solid body est née. Après, l'idée de Gibson et de Fender, c'était très différent en termes de lutherie. On peut le voir déjà esthétiquement, et puis même au niveau de la complexité de la fabrication de la guitare. Et puis au niveau du son, c'est beaucoup plus épais, ça beaucoup d'entre vous le savent déjà. Par contre, là on a un petit peu fait le cliché des années 50, avec ce son un petit peu rock'n'roll, un petit peu, avec un écho un petit peu fin comme ça. Donc un son très fin comme ça, très blues. On a entendu aussi des gens comme Freddie King, par exemple, jouer beaucoup sur ces guitares-là avec des sons très très fins. Et puis peu après,
cette guitare a continué à être utilisée avec des sons un petit peu plus épais et de plus en plus épais pour arriver à des choses, eh ben, Nous voilà maintenant en 1957. Donc 57, c'est la première année où Gibson a introduit ces fameux humbuckers, les fameux PAF, les micros double bobinage. Alors humbucker, c'est couper le souffle. On a vu que les P90 de la 1956 buzzaient un petit peu. Ceux-ci font beaucoup moins de bruit, on peut jouer beaucoup plus proche de l'ampli avec beaucoup moins de buzz. Sont plus puissants aussi, plus épais, plus gras. Ça, vous savez déjà tout sur le double bobinage. On a à peu près la même guitare, celle-ci c'est un custom shop de 2013, donc qui représente l'année 1957, c'est les fameuses R7, on avait une R6 juste avant. C'est franchement la même chose, on a un manche très très épais qui représente aussi un petit peu les années 50. Alors ça, juste attention aux clichés aussi sur ces manches. Moi j'ai eu la chance d'en essayer plusieurs des années 50, et franchement tous les manches sont différents sur ces guitares. C'était vraiment des guitares faites un peu à la main, et parfois il faut le dire un tout petit peu entre guillemets à l'arrache. Ça veut dire quoi à l'arrache? C'est pas forcément péjoratif, mais ça veut dire que d'un manche à l'autre, il n'y a pas forcément des cotes au micron qui sont respectées. Donc on a des sensations différentes d'une guitare à l'autre. Ça c'est à savoir parce que j'entends beaucoup, voilà, un manche 50, un manche 60. Ça veut tout et rien dire. Attention, parce que j'ai essayé aussi des guitares des années 50 qui avaient des manches plutôt fins. Celles-ci sont très voilà, en main, grosses, ça fait des grosses guitares. On a vraiment un corps épais, un manche épais. Au début, c'est un petit peu déconcertant, mais au bout d'un moment, c'est agréable en fait, puisque la main vient faire le tour du manche. Ça, pour moi, c'est assez cool. Quand on a des grandes mains, on a un confort de jeu qui est bien supérieur à des guitares qui ont un manche très 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 fin, qui vont être un peu plus faciles en solo peut-être, mais alors en rythmique beaucoup plus difficile. Au-delà de ça, la lutherie est vraiment la même. Donc on va l'écouter, on va voir que c'est un son beaucoup plus épais. On est reparti sur un son un tout petit peu 50 comme ça, et puis comme tout à l'heure, on va l'écouter après avec un petit peu de disto et un son un peu plus gras. Les humbuckers un peu plus larges, comme on vient de le voir,
quelque chose d'un peu plus épais, un petit peu plus facile à jouer peut-être que les P90, encore un peu plus de largeur et puis d'épaisseur qui tolèrent un petit peu plus l'erreur aussi. Mais à la fin des années 50, on était toujours quand même dans des sons relativement clairs. Ceci. Et puis, plus les années ont avancé, plus la Les Paul a transformé un petit peu la musique, ainsi que les effets, les amplis qui sont arrivés un peu plus tard dans les années 60, les Marshall, les Vox, etc. Et puis on est passé à quelque chose de plus violent. Nous voilà maintenant avec la Les Paul Deluxe. Alors la Les Paul Deluxe, faut savoir que c'est une guitare qui a réintroduit un peu la Les Paul au catalogue Gibson à la fin des années 60, en 1968 pour être exact. En fait, pendant toute cette période, de 1960 à 1968, on n'a pas eu de Les Paul au catalogue, on a eu la SG. En fait, en 61 est apparue la SG, donc la dernière année de prod, c'est 1960 pour les fameuses Burst, 58, 59, 60, que tout le monde connaît, les Sunburst qui coûtent aujourd'hui les yeux de la tête. Et puis après, la SG, qui était au départ d'ailleurs une Les Paul a décidé de faire enlever son nom de la guitare pour des histoires un petit peu diverses et variées. Il y a plusieurs versions. Il y a une version qu'on retient souvent, c'est les histoires de royalties. En fait, son nom sur la guitare, et ben voilà, ça apportait aussi des impôts, parce qu'il en vendait beaucoup. Et que, étant donné que c'était son modèle, il touchait beaucoup de royalties, donc il était obligé de payer beaucoup d'impôts. Et à cette époque-là, il divorçait de sa femme Mary Ford. Alors si vous ne connaissez pas bien Les Paul, qui a quand même donné son nom à cette guitare, allez voir sur Internet, allez l'écouter, parce que c'était un musicien extraordinaire. C'était, au début des années 50, c'était le musicien le plus connu aux États-Unis, un des musiciens le plus célèbres du moins, en duo avec sa femme Mary Ford. Et ils ont divorcé à la fin des années 50, début des années 60. Et c'est là que Gibson a introduit la SG pour remplacer la Les Paul. Et à ce moment-là, Les Paul a décidé de faire enlever son nom de la guitare. Alors c'est pour ça que pendant les premières années de SG, vous avez marqué Les Paul sur la tête et ici entre le talon du manche et le micro-manche. Et puis, pendant tout ce temps-là, pas de Les Paul, juste la SG en solid body chez Gibson. Et en 1968, quand même, Gibson réédite la Les Paul en gold top. Au départ, avec des P90, c'est très très rare à trouver, c'est quasiment introuvable parce que ça a duré même pas un an. Et puis après, avec ces fameux micros mini humbucker. Alors c'est des micros qui sont assez méconnus mais qui sont extraordinaires. Ils ont beaucoup de qualité, on y reviendra plus tard. Mais en fait, ils ont une histoire un peu particulière, c'est que c'est des micros Epiphone. Ça, c'est un peu le comble. Mais à l'époque, Epiphone était une marque indépendante, sous le giron Gibson tout de même, mais c'était une marque faite aux États-Unis, fabriquée aux États-Unis, à Kalamazoo, dans la fameuse usine de Kalamazoo, dans le Michigan. Et Gibson rachète la marque en 1968-69. Et puis du coup, se retrouve avec des stocks de bois et de micros. Et les mini humbuckers de Epiphone se retrouvent ainsi sur la Les Paul, puisque la petite histoire est rigolote, c'est exactement le même empattement qu'un P90. Donc on a remplacé tout simplement le P90 par ces micros qui sont des doubles bobinages, donc avec un son un petit peu spécial, puisque avec deux aimants beaucoup plus petits, on voit, la taille du micro est beaucoup plus petite qu'un PAF, qu'un humbucker. Donc on va écouter cette guitare tout de suite, d'abord en son clair, parce que c'est une guitare qui, comme ça, est un peu méconnue. Elle a passé toutes les années 70 à jouer beaucoup saturé, on l'a entendu dans plein de groupes, les Who notamment, et beaucoup de monde. Mais là, on va l'écouter en son clair, parce que moi j'adore faire sonner cette guitare en son clair, vous allez voir, c'est assez étonnant.
Après la Les Paul Deluxe, Gibson arrête peu à peu la couleur Gold Top. Donc la Les Paul Deluxe continue un petit peu dans les années 70 de sa carrière, on la voit dans les mains de nombreux artistes, mais plus beaucoup en Gold Top jusqu'à la fin des années 70 où elle est quasiment introuvable en Gold Top. Et puis en 1982, Gibson déménage. Gibson quitte Kalamazoo dans le Michigan, son usine mythique de Parson Street, et décide d'aller s'installer à Nashville. Et puis il y a 4 luthiers qui décident, eux, de ne pas partir avec le reste de l'équipe et de rester à Kalamazoo pour monter leur propre marque, The Heritage. Alors c'est une marque assez peu connue en Europe, malheureusement, mais c'est une marque assez impressionnante puisque c'est vraiment des guitares qui sont faites exactement comme dans les années 50. J'ai eu la chance d'aller cet été à l'usine, à Kalamazoo dans le Michigan, et j'ai vu les locaux, donc les locaux notamment où été fabriquée cette Gibson Deluxe, qu'on a essayé juste avant. Et puis j'ai pu voir aussi les machines outils de Gibson qui n'ont pas bougé, qui sont toujours à la même place. Alors c'est hyper impressionnant, on voit des presses des années 30, voilà, des machines des années 50. Énormément de travail manuel. En fait, quand je dis énormément, c'est 100% des guitares qui sont faites à la main. Donc voilà, je me suis vraiment régalé là-bas. Et puis j'ai craqué, j'ai ramené une guitare avec moi, cette Les Paul. Alors elle s'appelle H140. Comme on le voit, elle a un look un tout petit peu différent d'une Les Paul standard, à savoir qu'elle est plus fine, un tout petit peu plus fine. Elle a un pan florentin aussi. Alors ça c'est rigolo parce que j'ai eu l'explication. Cette guitare est la première guitare que Heritage a fabriquée. Alors pas celle-ci exactement, mais ce modèle. Celle-ci est de 1987. La prod a démarré en 1984, donc c'est vraiment dans les premières années. Et à l'époque, on a décidé de rendre hommage un petit peu à la Les Paul. Et sur les plans, on a découvert qu'en fait la guitare, la Les Paul, au départ est apparue avec un pan florentin. Donc voilà, pour rendre hommage à la Les Paul, on a fait un pan florentin sur cette première Heritage H140 qu'on va écouter tout de suite.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode sur la Les Paul Goldtop et son histoire vous a plu. Si vous voulez un petit peu plus de précision sur les guitares, n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires. On essaiera de vous répondre le plus précisément possible, notamment sur leur histoire, les années, etc. On se quitte avec la Les Paul Deluxe, le petit coup de cœur de la journée. À très bientôt dans Tone Factory.